Eh bien, chers compatriotes du Cameroun et du monde entier, je vous remercie d'être là au rendez-vous que nous nous sommes donné aujourd'hui même. Pourquoi nous l'avons fixé? Vous le savez très bien. Demain, 27 mai 2018, ça fera un an, jour pour jour, que nous aurons lancé le mouvement 11 millions de citoyens. Je reviens tout à l'heure, mais puisque nous parlons du Cameroun, nous parlons de la patrie, nous devons à chaque fois nous incliner devant les symboles, les emblèmes de la patrie. Plaçons-nous sur notre drapeau et chantons le refrain de l'hymne national. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. J'espère que vous l'avez chanté avec nous, le refrain de notre hymne national. C'est la marque d'attachement à la patrie. Nous avons donc décidé, à la veille du 27 mai, de prendre ce temps-ci, ce moment d'échange. Comme vous pouvez le noter, ce n'est pas un instant solennel, ce n'est pas un discours empreint de solennité, de gravité que que nous allons prononcer. C'est juste un moment d'échange. Nous marquons le coup, nous nous arrêtons, nous faisons le point en toute chaleur, en toute convivialité. Donc, première chose, relaxez-vous autour de moi, parce que c'est un moment de convivialité. J'ai même envie de dire un moment de joie. Ça fait un an, mais un an seulement. On s'en parlait encore tout à l'heure. On a l'impression qu'on est dans le champ politique depuis 10 ans, ou 5 ans, ou que sais-je encore. Tellement c'est allé à la fois vite, mais que de soubresauts, que de relance, que d'articulation. Cabral Libye que je suis, évidemment, avant, il y a un an, j'étais plus ou moins connu du grand public. Ça fait 14 ans, j'aime à le rappeler de temps en temps, que je suis sorti de l'anonymat. Alors, nous sommes en direct, je le rappelle, nous sommes dans les aléas du direct. Donc, si du côté de la cabine technique, il y a un souci, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour prendre la pause si cela est nécessaire. J'étais donc en train de dire que ma personne à moi est déjà sortie de l'anonymat il y a 14 ans. Je l'ai souvent rappelé, le jeune étudiant que j'étais défrayait la chronique à l'époque, sa photo à la une de certains journaux, c'était un jour d'avril, plus précisément un 17 ou un 27, ma mémoire, je prends de l'âge, je me joue un peu de tout. Mais c'était un jour d'avril 2004, lorsque beaucoup de Camerounais découvraient mon petit visage à la une de certains journaux. J'étais alors porte-parole de l'appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Biya. Ça date d'il y a 14 ans. Depuis lors, je n'ai pas relâché. Ma conviction est d'une profondeur telle que j'ai toujours pensé, avec certitude, que ce pays, depuis, déjà je vous le dis il y a 14 ans, qu'il fallait un nouveau management. Il fallait un nouveau souffle. Il fallait une nouvelle direction. Depuis lors, je n'ai pas relâché. Beaucoup d'entre vous m'ont découvert, année après année, par les débats, puis il y a peu, par les chroniques, à la radio, à Equinox, à la télé, Vision 4, Vox Africa. Ça m'a fait d'ailleurs beaucoup d'amitié un peu partout en Afrique et dans le monde. Mais c'est justement lors de l'une de ces chroniques que j'avais annoncé, curieusement, par coïncidence, encore un jour d'avril, mais cette fois 2017, que j'avais annoncé, me trouvant où d'ailleurs,
à Bamenda. C'était à la faveur d'une manifestation sportive, les Jeux universitaires notamment, que j'avais annoncé dans l'une de ces chroniques matinales qu'en 2018, j'entrerai définitivement en politique. Voilà l'annonce que j'avais faite dans la foulée du débat qui animait tellement le landerneau politique au Cameroun, celui lié, le débat, à l'élection présidentielle en France, avec l'avènement, tout le monde le sait, d'Emmanuel Macron, qui par sa juvénilité, inspirait un certain nombre de sujets de débat. Et c'est dans la faveur de cet échange-là, dans l'une des chroniques, que je l'avais dit. Ce jour-là, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Bon nombre de mes compatriotes, au même instant, m'ont dit, Cabral, si tu entres en politique, eh bien, tu vas entrer par le toit. Vous comprendrez pourquoi j'emploie le terme, parce que souvent, ironiquement, il est invoqué pour me discréditer. Mes compatriotes m'ont dit, Cabral, si tu entres en politique, tu vas y entrer par le toit. Tu seras candidat à l'élection présidentielle. Je ne vous dirai pas que c'est ce jour que l'envie m'est venue. Elle était latente, elle était dormante. Mais ce jour-là, je me suis dit, voilà un appel authentique du peuple. Si c'est mon peuple qui me le demande, alors je vais y aller. Mais j'avais assorti cette démarche de quelques conditions. L'une d'entre elles, c'était que nous nous inscrivions massivement sur les listes électorales. Pourquoi je l'ai fait? Parce que depuis lors, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, je faisais des chroniques. Je mets d'ailleurs souvent à rappeler à mes camarades et amis qu'en dehors du droit et du droit international, mon deuxième sujet d'étude, c'était le Cameroun. J'ai envie de dire que j'ai passé toute ma jeunesse à étudier le Cameroun, l'histoire du Cameroun, l'histoire politique, l'histoire constitutionnelle, quand je suis allé faire le droit et tout le reste. Et j'avais compris depuis longtemps que la clé d'une élection, c'était le suffrage et rien d'autre. Je fais partie de ceux qui, depuis 14 ans, je l'ai dit, ont soif d'alternance. Le sentiment que j'avais, parcourant le Cameroun, du peu où je pouvais aller jusque-là, j'avais le sentiment que nous étions nombreux à partager la soif d'alternance. Mais il y a une chose qui me frappait. Il y avait un sentiment d'abandon. Beaucoup de Camerounais vous disaient, nous voulons certes le changement, mais on attend. Vous leur disiez, mais le changement, ça sautait par les yeux. Mais ils vous répondaient, c'est pas possible. C'est les mêmes qui gagnent depuis l'indépendance. On a voté par le passé, ça c'était pour les plus anciens. Nous avons voté en 92, quelqu'un a gagné, mais il a perdu. Depuis lors, c'est le même et les mêmes qui gagnent. Résultat des courses, ils sont dans la condescendance, ils sont dans le mépris, ils ne nous écoutent plus. La fraude, elle est partout. Et moi, c'est peut-être ce qui me caractérise. Je prends toujours un peu les choses à contre-pied. Je me disais non, cette idée reçue, elle est certes répandue, mais elle n'est pas vraie. Parce qu'il est démontré un peu partout ailleurs que lorsque le peuple se lève massivement, le changement arrive. Alors, ce peuple a plusieurs modalités pour se lever, pour faire la révolution, pour arriver au changement. Nous avons vu ces derniers temps le peuple se lever, ces dernières années, dans certaines parties du monde, ce qu'on a appelé les printemps arabes. Le peuple est descendu dans la rue et puis le changement est arrivé. D'ailleurs, j'ai souvent entendu dire qu'au Cameroun, ce n'était pas possible parce que la police était violente, parce que l'armée fouetterait tout le monde et qu'on jetterait tout le monde en prison. Moi, je l'ai toujours suivi avec le sourire en bien parce qu'il me semble que le Cameroun n'est pas encore aussi armé que l'était l'Égypte au moment où le peuple a renversé un régime par la rue. Là-bas, il n'y avait pas que la police, sur des voitures ou marchant à pied ou avec des camions aspergeant de l'eau. Il y avait même des chameaux, il y avait même des chevaux, il y avait même des ânes qui étaient mis en contribution. Mais la détermination du peuple a provoqué le changement. Ça a été le cas aussi en Tunisie et ça a connu des fortunes diverses dans d'autres pays. Dans notre contexte, j'ai toujours pensé qu'on n'était pas obligé d'en arriver là. De façon conventionnelle, on pouvait obtenir le changement. Mais à la seule condition que le peuple se lève et fasse face, vous aurez compris le jeu de mots, ou la consonance, aux réalités qui sont les nôtres. Oui, notre processus électoral est très perfectible.
le code électoral actuellement en vigueur est certes le fruit d'une lutte, mais il présente encore beaucoup d'insuffisances. Le juriste que je suis a eu à le démontrer avec d'autres à maintes reprises. Mais il y a là quand même des avancées, des choses qui, exploitées à fond, peuvent arriver au même résultat. Tel était mon raisonnement. J'ai donc décidé d'inviter mes compatriotes en avril 2017 à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce que j'étais convaincu que dans un pays où, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, il y a 14 millions de Camerounais en âge de voter, s'il y a à peine 6 millions d'entre eux qui sont inscrits, rien ne peut se produire. Et en réalité, le système qui est là n'y demeure pas tant, parce que sa fraude est forte, parce que sa fraude est insurmontable. C'est parce que le peuple a abandonné. C'est parce que le peuple leur a abandonné le pays, pour dire les choses prosaïquement. D'ailleurs, j'aime rappeler à l'occasion la chanson qui fait fureur. Nous vous avons laissé le whisky et autres, vous venez encore nous trouver dans nos kitoko. Nous vous avons laissé les salons et autres, vous venez nous trouver dans le tas, ou quelque chose comme ça, vous me rappellerez, là où je me trompe. Mais c'est ça la réalité. C'est que les Camerounais ont abandonné, non pas seulement la politique, ils ont même abandonné l'État tout court. Beaucoup de parents n'inscrivent leurs enfants qu'à l'école privée, non pas à l'école publique. C'est un indicateur. Tous ceux qui sont moyennement nantis ne vont plus se soigner à l'hôpital public, mais dans les cliniques privées. C'est un autre indicateur. On vit dans un environnement où les gens ont décidé d'abandonner l'État à quelques individus en leur disant un jour, vous partirez. Un jour, vous partirez. Il y a même une autre idée reçue qui dit que le jour où quelqu'un mourra, c'est ce jour que le changement arrivera. D'abord, moi je suis sur cette question plutôt dans la décence. Je ne pense pas qu'on puisse envisager l'alternance dans un pays en souhaitant la mort d'un homme. Je considère que la vie humaine, elle est sacrée. Encore que les expériences d'à côté nous prouvent, au Togo, au Gabon, en Guinée-Conakry et ailleurs, que ce n'est pas parce que quelqu'un meurt au pouvoir que le changement arrive. On a même l'impression que lorsque quelqu'un est mort au pouvoir, ça se complique davantage. Et souvent, ce n'est pas son fils. Si ce n'est pas son fils, c'est un de ses proches. Donc, en réalité, c'est une fausse hypothèse qui ne se nourrit que de l'abandon ou de la paresse. Alors, j'ai décidé, je m'arrête longtemps là-dessus parce que c'est important de capter la philosophie qui a gouverné cette initiative. J'ai donc décidé à l'époque d'engager les Camerounais dans cette voie-là. Si nous nous inscrivons massivement, si nous votons massivement, si nous surveillons les urnes, je suis curieux de voir comment l'expression de la volonté du peuple ne va pas prospérer. Je peux vous le dire aujourd'hui, juste après l'élection du président Weah, George Weah, je me suis rendu au Libéria, je peux le dire aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas, je me suis rendu au Libéria juste pour savoir comment ça s'était passé, juste pour capter. Alors j'ai compris en ce moment que je n'inventais pas la roue en réalité. D'autres avaient pensé cela avant nous. Et je peux vous rassurer aujourd'hui que nous nous préparons. Ces jeunes que vous voyez à ma gauche et à ma droite, et d'autres qui sont là en face, qui sont un peu partout, nous nous préparons. Il y a un certain nombre d'outils qui vont empêcher une ou deux choses que vous redoutez. Mais la clé, c'est que nous nous inscrivions massivement. J'insiste et j'insiste là-dessus. Inscrivons-nous. J'y reviendrai encore tout à l'heure. Inscrivons-nous. Votons. Surveillons le vote. Vous verrez ce qui va se passer. De toute façon, le mouvement 11 millions de citoyens, vous le savez, est l'excroissance d'une opération. C'était l'opération 11 millions d'inscrits. Dois-je encore vous dire pourquoi nous avons choisi 11 millions? Mais parce que nous avons fait un calcul simple. S'il y a 14 millions de Camerounais en âge de voter, nous visons simplement 11 millions d'entre eux, parce que nous sommes conscients de ce que beaucoup n'ont pas d'acte de naissance. Nous nous en sommes rendus compte sur le terrain. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup n'avaient pas de carte nationale d'identité. C'est d'ailleurs l'occasion d'interpeller, je l'ai déjà fait une fois de plus, le président de la République du Cameroun. Pour le temps qui nous sépare de la convocation du corps électoral, je lui demande de rendre gratuit l'accès à la carte nationale d'identité. Parce qu'à cause du terrorisme, et on peut le comprendre, on a complexifié d'ailleurs aujourd'hui les modalités d'obtention de cette CNI, qui font qu'il y a des personnes qui doivent se déplacer parfois d'un arrondissement à un autre, ou alors au chef-lieu du département, pour se faire établir une carte. Alors, quand on le dit à Yaoundé, ça passe.
Mais lorsque vous irez, pour ceux qui n'y sont pas encore allés, dans le département du Mbéré, c'est dans la Damawa, où parfois la distance qui sépare deux arrondissements est de 200 à 300 km, avec un état de route que vous ne vous imaginez pas, vous comprendrez pourquoi certaines personnes ne trouvent pas le courage et les moyens d'aller se faire établir la CNI. Et même, lorsqu'ils le feraient, vous connaissez toutes les complications qu'il y a aujourd'hui dans la délivrance de la CNI. Il y a des gens qui l'ont déjà fait 2, 3, 4 fois, qui ont déjà renouvelé le récépissé 3, 4, 5 fois. Leur carte n'est toujours pas sortie. Nous ne comprenons pas pourquoi. Peut-être qu'un jour on finira par nous le dire. Mais, de toute façon, le mouvement 11 millions, l'opération 11 millions d'inscrits a fait son chemin. Ça avait donc commencé un 27 mai 2017. C'est un jour inoubliable. Parce que, ayant lancé l'opération par les réseaux sociaux, ayant créé le 3 mai, la plateforme Cabral Libye officielle pour véhiculer ce message, je l'avoue, j'ai été surpris de recevoir un coup de fil, ou plusieurs d'ailleurs, de jeunes qui m'ont dit, nous sommes à Douala, nous avons capté votre message et nous avons décidé de passer à l'action. Ce 27 mai 2017, ceux qui s'en souviennent ne peuvent que s'en souvenir parce que c'est inoubliable, nous y sommes arrivés. Ce jour, il y a eu près de 1000 inscrits sur les listes électorales. Ça fait un buzz dans les réseaux sociaux. Les médias, que nous n'avions pas appelés, n'avions pas invité ce jour-là, sont venus faire un reportage là-dessus. C'était inédit. Doit-on mettre ça à mon crédit? Je ne crois pas. Il faut le mettre au crédit des citoyens quand même. Et je dois une gratitude éternelle à cette jeunesse de Douala 5e qui l'a compris ce jour-là et qui a pris cette initiative. Ils ont loué leur temps, ils ont loué un groupe électrogène, ils ont loué sans chaise. Oui, vous pouvez applaudir. Je suis arrivé ce jour-là, voilà, j'ai vu une tente de 100 places, 100 chaises, une sono louée, je ne sais comment, des jeunes mobilisés, Christian Diok, Astrid Méni, Jean-Louis Batoum, je vais oublier, ne vous fâchez pas, faites sur le coup, certains de vos noms s'en vont, mais vous étiez là ce jour-là. Maître Baba, Monsieur Fomo, je découvrais de jeunes fonctionnaires, de jeunes avocats, de jeunes étudiants, des enseignants d'université qui, dans l'anonymat de la foule massée, vous savez, ceux qui connaissent Ange Raphaël, c'est un endroit plutôt tumultueux, ils ont ce jour pris sur eux d'organiser cela. Tout ce qu'ils m'ont demandé, c'était d'y arriver, de faire des photos, de les faire circuler. Et j'ai vu des jeunes arriver. Et les Kam a travaillé ce jour jusqu'à 19 h. D'ailleurs, l'équipe de Douala s'était organisée à leur acheter des casques. C'était incroyable ce qui se passait. Il m'arrivait par moments ce jour de me demander, mais qu'est-ce qui leur arrive? Ça a commencé quand? Et c'est ce jour que j'ai compris que contrairement à ce qu'on disait, contrairement à ce qu'on pensait, la volonté de changement, qui certes sommeillait en beaucoup de jeunes, était vive, ne demandait qu'à éclore. Et c'est ce qui a commencé ce jour-là. La suite, vous la connaissez. Ils ont capté à Yaoundé. Ces jeunes qui ont capté au quartier Kradat, je me rappelle, eux aussi, ils m'ont appelé. Monsieur Dominique Messanga, c'est vous qui m'avez appelé. On ne s'était jamais vu. On ne s'était jamais rencontré. Et vous m'avez dit, Cordo, venez simplement voir ce qu'on va faire. J'y suis arrivé, je vous ai trouvé en train de monter une table. Vous aviez des polos, des t-shirts. Je ne savais même pas où vous les aviez fabriqués. Ni quand. D'ailleurs, vous me disiez que vous avez vu ce de Douala faire. Vous aussi, vous avez commandé des t-shirts. Vous m'avez fait une confidence ce jour-là. Vous m'avez dit, il y a une dame. Je vous ai demandé comment vous avez fait pour louer la tente. Vous m'avez dit, c'est une dame. Ah ben voilà. C'est une dame qui a pris de son argent. On ne se connaissait pas. Je rappelle que c'est une dame, elle a son boulot, elle est déjà mariée, elle a des enfants, je vais découvrir par la suite. Donc elle n'est ni oisive, ni désœuvrée ou quoi qu'on dise. Et je découvrais, mais la suite vous la connaissez. Juste parce que j'étais arrivé et que les jeunes sortaient de partout, la police était arrivée ce jour-là. Nous avait dispersés, mais en réalité, ce n'est pas vous qu'elle avait dispersé, c'est moi qu'elle dispersait. Parce que chaque fois que je m'en allais, eux aussi s'en allaient, mais ils se cachaient non loin de là. Quand je revenais, ils sortaient de leur cachet
Et puis finalement, une chaîne de télévision, Equinox, a été alertée et est venue filmer le scandale. Et ça a fait un autre buzz dont on n'avait pas besoin, qui nous a peut-être aussi un peu aidé, ne sait-on jamais. Au bout, 11 millions d'inscrits, après le 31 août, vous le savez, est devenu 11 millions de citoyens. Nous avons transformé cette opération en mouvement associatif. Oui, le 31 août, date de clôture des inscriptions, nous n'avions pas fait 11 millions d'inscrits. Et vous vous rappelez que certains journaux qui à aucun moment d'ailleurs nous avaient accompagnés dans cette opération avaient pris sur eux de mettre à la une toutes sortes de choses, me prêtant même des déclarations, sans les mettre évidemment entre guillemets, comme quoi aveu d'échec ou que sais-je encore. Non. Ils ne pouvaient même pas un seul instant me passer à l'esprit un quelconque aveu d'échec. Parce que pour moi, le résultat était au-delà des attentes. Oui, numériquement, on n'avait peut-être pas fait ce jour 11 millions. Mais l'engouement, observez, la détermination de ces jeunes qui s'organisaient un peu partout dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, bravant la pluie, bravant le soleil, faisant du porte-à-porte, mettant en contribution leurs maigres moyens. Je me sentais investi d'une responsabilité, je l'avoue, que je n'avais même pas soupçonné. Mais je rendais gloire à Dieu en me disant, il y a quelque chose qui est en marche. Nous avons donc créé ce mouvement associatif et aujourd'hui, il est structuré. Il y a une coordination nationale, il y a des coordinations régionales, il y a des coordinations d'arrondissement, ou si vous voulez des coordinations communales, parce que cela rentre dans notre vision, on en parlera tout à l'heure, ça rentre dans notre vision du management de l'État. Nous avons des coordinations de quartier et au-delà du Cameroun, nous avons des coordinations un peu partout dans le monde. C'est à la faveur de cette opération, vous le savez très bien, que je me suis rendu pour la première fois aux États-Unis avec tout le buzz que cela avait créé à l'époque. Mais c'est l'occasion encore de rendre hommage à ces compatriotes qui, je sais, sont attachés à leur anonymat, mais qui ont pris sur eux de me faire partir aux États-Unis à la rencontre non seulement des milliers de compatriotes, j'ai envie de dire des millions de compatriotes qui s'y trouvent, mais également de rencontrer une ou deux autres personnes, mais là c'est des rencontres stratégiques. C'est également l'occasion de remercier l'équipe de Paris, l'équipe de France, qui est dirigée aujourd'hui par Damas Nguene, la secrétaire générale Olivia Wegan, et tous les autres qui sont tout autour, Augustin Itamé et tous les autres, M. Crépin Yamsi, et tous les autres qui se sont mobilisés. Et je n'ai pas honte de le dire, parce que c'est quand je suis arrivé en Europe que j'ai vu ces personnes avec lesquelles j'échangeais par téléphone et qui parfois, à cause du caractère rock de la voix, à qui je prêtais un âge qu'ils n'avaient pas. Et je me rappelle encore ce jour où je suis arrivé à Charles de Gaulle, je crois, je parle maintenant comme des voyageurs, je suis arrivé à Charles de Gaulle et j'ai demandé à ce qu'on me présente Olivia Wigan. Eh bien, il y a une jeune dame devant moi qui se met à rire, qui me dit, mais c'est moi Olivia Wigan. Je dis, c'est pas possible. On échangeait jusqu'ici au téléphone. J'avais l'impression d'avoir affaire à une dame d'un certain âge et je découvrais une cadette, une petite sœur, mais qui avait travaillé d'arrache-pied pour mobiliser les Camerounais pour tout ce que vous avez vu en France, en Belgique, en Suisse, Brice, du côté de la Suisse, le pasteur Messi, Pauline Sormani Tolo et les autres, du côté de la Suisse, du côté de l'Italie, avec Franklin, Alain et tous les autres, dont je ne peux pas citer les noms. Un travail incroyable. En Afrique, le mouvement, pas seulement aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Je voudrais dire un bonjour particulier. Je sais que son boulot l'amène constamment à des endroits où il n'y a pas le réseau, mais je voudrais saluer Alain Kouedjou, qui a dû précipiter un congé de là où il travaille, je ne vous dis pas où, mais il travaille dans des endroits très compliqués. Il a dû précipiter un congé pour organiser les rencontres de Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire. Je voudrais saluer Joseph Moukouri et les autres. Et au Cameroun, ces coordinations régionales, Christian Djokadouala, comme je l'ai dit, Simplice Nyome, le départemental, Salmon Djewa Asana, à l'extrême nord, cette équipe de Marois, de Karhaï, de Mokolo où j'étais encore, il y a quelque temps, Armand Moutak, à l'ouest, monsieur Dominique Messanga,
D'ailleurs, c'est un homonyme du côté des Bolova et tous les autres. Aujourd'hui, le mouvement, il est là. Il s'est structuré, il continue à se structurer. Et vous pouvez les rencontrer souvent dans les marchés avec ces t-shirts vert, rouge, jaune, tout ce que vous voulez, blanc. Chacun y va de son génie. Je vois Mokhtar qui me salue, me guette de l'autre côté parce que je n'ai pas parlé de Menganga. Son fief. Menganga, où il y a une équipe extraordinaire qui a un travail extraordinaire. L'équipe d'Ombessa, voilà, ce que tu dis que j'ai cessé là-dessus. Et puis, docteur Mituka, oui, Ayosa Konolinga, avec Aloïse, oui, je n'ai pas oublié. Puis toi, si tu veux, monsieur Soufa. Oui, on le dit comme ça, mais on a des raisons d'en être fiers. Vous avez de bonnes raisons d'en être fiers. Continuez à y croire. Au début, personne n'y croyait. Ou très peu de gens y croyaient. Et il ne faut pas leur en vouloir. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Se lever comme elle s'est levée il y a un an, n'ayant pas d'appareil, n'ayant pas de compte bancaire, ne nous prévalant pas de l'ancienneté au gouvernement ou dans une organisation internationale. On nous a donné des noms très, très jolis. Nous sommes des cabris. On a improvisé de ma silhouette, le cabri au long cou, maigre silhouette, tout ce que vous voulez. Mais on était des œuvrés, des chômeurs, enfin, c'est aussi ça, je crois, tout ce que vous voulez. On en parle pour rire. Mais beaucoup de ceux qui ont dit ces choses ont par la suite rejoint les rangs du mouvement 11 millions de citoyens. Et comme je vous le disais toujours, il fallait être patient. Les changements extraordinaires sont comme ça. Ce n'est pas propre au Cameroun. Il faut étudier l'histoire des nations. Vous comprendrez que ce n'est pas toujours évident. Quand les gens ne voient pas comment une chose va se passer, ben, ils préfèrent en douter. C'est une sorte de sécurité mentale que beaucoup de gens se donnent. Donc, aujourd'hui, nous continuons à travailler. Le mouvement se structure et sur le terrain, les uns et les autres continuent à travailler. Je les y encourage. Mais au-delà de la structure, 11 millions de citoyens, c'est aussi des idées. J'ai même envie de dire aussi et surtout des idées. Vous me direz, c'est déjà une grande idée, l'opération en elle-même. L'objet du mouvement associatif en lui-même, il fallait beaucoup de courage à cette idée pour la mettre en pratique. Mais, si nous croyons fondamentalement à l'alternance, si nous voulons cette alternance, nous ne sommes pas sourds à tout ce qui s'est dit tout autour. Beaucoup de gens pensent, et peut-être à raison, le temps nous dira, que pour que l'alternance arrive, il faut que l'opposition se mette ensemble, que les forces alternatives coalisent et se mettent ensemble. Je le pense aussi. Je l'ai même toujours pensé. Je l'ai pensé avant même de lancer l'opération 11 millions d'inscrits. C'est pour cela que j'étais au service de tout le monde. Laquelle des formations politiques en vue peut dire aujourd'hui qu'elle n'a pas bénéficié de mes services? Aucune. D'ailleurs, pendant longtemps, on se moquait de moi. Non seulement parce que je bavardais à longueur de journée dans les télés, dans les radios, tout le monde me demandait à quoi ça me servait. Et puis, quand c'était le parti qui m'appelait à telle réunion, j'y allais. J'ai même voyagé souvent à mes frais, logé à mes frais, pour soutenir une initiative d'un parti d'opposition. J'ai fait tout cela. C'est d'ailleurs pour ça que naïvement, j'avais pensé qu'au moment où je lancerais 11 millions de citoyens, 11 millions d'inscrits, beaucoup de ces alliés, entre guillemets, me donneraient un coup de main. Ils ont choisi de faire le contraire, c'est-à-dire me refuser le coup de main. Ils sont même allés au-delà, en me dénigrant, m'insultant et tout le reste. Il n'y a pas de problème. Nous sommes patients et nous restons convaincus que l'intérêt supérieur d'alternance finira par nous mettre ensemble. Mais revenons à cette question cruciale et intéressante qu'est la coalition de l'opposition. Nous, à 11 millions de citoyens, nous nous posons une seule question. Il faut coaliser autour de qui? Peut-être parce que je suis le plus jeune, actuellement je crois,
des candidats à l'élection présidentielle, si vous voulez, parmi les plus jeunes. Parce que je pense qu'il y a un autre qui a à peine un an plus que moi, je crois. Et il faut saluer cela. Que les aînés se disent que, automatiquement, nous devons nous aligner derrière eux. Bon. Quels sont les éléments qui fondent une telle certitude? Je les cherche toujours. Parce que de toute façon, il y a un vent qui souffle dans le monde aujourd'hui. Le vent de la jeunesse. Le vent de la responsabilité jeune. Bon, à tort ou à raison, on me traite de Macron camerounais. Mais bon, chacun y va de son analyse. Toujours est-il que nous pensons que le problème, ce n'est pas nous. Je le dis encore, moi je suis prêt. Et je le dis devant mes camarades, parce que nous partageons cela. Ils opinent de la tête. Nous sommes prêts à nous aligner, nous, à renoncer à nos ambitions et à nous aligner derrière un candidat. Mais lequel? La plupart des candidats que nous avons en face estiment que c'est derrière eux, chacun d'entre eux, que nous devons nous aligner. Quand je reçois le coup de fil de l'un, écoute petit frère, c'est bien ce que tu fais, c'est bien ce que vous faites, viens derrière moi. Et là, on va changer le pays. Un autre ne m'appellera pas, me dira, c'est bien, son esprit a de la vivacité, il est dynamique, mais il lui faut une structure, une organisation mieux structurée. Façon de dire que 11 millions de citoyens, c'est un peu n'importe quoi. Il faut donc qu'il vienne dans notre structure. Alors dites-moi, j'ai l'embarras du choix. Où est-ce que je dois vous amener? Nulle part. Chez lequel de ces aînés, qui sont, j'imagine, chacun convaincu qu'il est le meilleur candidat, il a le meilleur projet de société, il a, je ne sais, la meilleure expérience. Eh bien, notre proposition à nous, c'est des primaires de l'opposition. Nous l'avons démontré. Parce que lorsque nous avons émis cette idée, on nous a demandé de le démontrer. C'était facile à démontrer. Parce que ça a eu lieu ailleurs. Ça a eu lieu en Russie. Ça a eu lieu au Venezuela. Toutes les hypothèques qu'on a soulevées, nous les avons balayées l'une après l'autre. Pour faire des primaires de l'opposition, ce n'est pas compliqué. Vous demandez aux citoyens d'y participer en montrant leur carte, de s'y inscrire en montrant leur carte d'électeur et en payant une modique somme de 500 ou de 1000 francs qui leur donne le droit de voter. Vous mettez en place une organisation chargée de mener à bien le processus. Vous mettez une instance contentieuse, comme cela se fait partout dans le monde. Et là, l'argent récolté, même si c'est 1000 personnes, 2000 personnes ou 500 000 personnes, permet de financer les primaires en question. Et en plus, ça fait déjà une première cagnotte pour le candidat qui en sortira vainqueur. Et puis, nous le savons tous, plein d'organisations internationales aujourd'hui ont déjà dit clairement qu'elles accompagneraient un tel processus. L'Union européenne l'a fait. Certaines chancelleries étrangères l'ont fait. Mais pourquoi donc? Le temps passe. L'idée, elle est sur la table depuis 3 ans, 2 ans, 1 an. Aujourd'hui, ceux qui n'y ont pas donné de suite vous disent, il se fait tard. Eh bien, moi je dis, il se fait pas tard. Il se fait pas tard. On peut encore organiser les primaires de l'opposition maintenant. De toute façon, en ce qui me concerne, je ne me donnerai pas le chagrin de devoir choisir entre le plus beau et le plus intelligent. Que le peuple décide lequel des candidats qui voudront participer à ces primaires, il veut voir, lui le peuple, mener le processus, challenger le président sortant. On n'a pas besoin d'avoir tous les candidats. Ce processus vise à légitimer un candidat et à taire les égoïsmes. Tant que les égos demeurent surdimensionnés, aucune action cohérente de l'opposition ne peut être menée. En attendant, nous continuons à travailler. On ne s'est pas arrêté à ça. D'ailleurs, je le dis encore pour ceux qui veulent savoir, nous avons produit un document là-dessus qui a circulé dans les journaux parce que ces jours-ci, je lis encore des gens qui disent oui, tu parles des primaires, mais ça va se faire comment? Nous avons démontré à maintes reprises que ça pouvait se faire. J'attends toujours, humblement, que les autres candidats acceptent de le faire. Mais en attendant, nous ne longeons pas les pouces. Vous le savez tous.
nous avons notre projet de société. Et c'est, j'ai envie de dire, un autre exploit de la jeunesse. Parce que ça ne fait qu'un an que nous existons en tant qu'organisation. Nous travaillons d'abord à l'inscription sur les listes électorales. Et c'est depuis le 2 février que j'ai été investi comme candidat à l'élection présidentielle par le parti Univers. Bon, vous connaissez l'histoire. Le parti Univers, nous avons signé une convention le 11 décembre à l'hôtel des députés, 11 décembre 2017, et ils ont ouvert des primaires dans leur parti, qui étaient donc faites, ou en tout cas l'annonce avait été faite à l'adresse de toutes les personnalités politiques qui souhaitaient y participer. Moi, j'avais souscrit, j'ai déposé ma candidature. À la date du congrès, seule ma candidature était déposée au greffe du parti Univers. Le congrès qui avait été convoqué par ce parti pour l'adoubement officiel, j'ai envie de dire, et solennel, a été interdit par un sous-préfet. Vous connaissez l'histoire, au motif que c'était précoce pour ce parti de se choisir un candidat à l'élection présidentielle. Bon, la suite, vous la connaissez, nous sommes devant le tribunal administratif, mais de toute façon, il a réussi son coup. On n'a pas pu tenir notre congrès, plutôt Univers n'a pas pu tenir son congrès, mais finalement, le 2 février, une réunion s'est tenue, et j'ai donc reçu l'investiture. Et dès ce moment-là, il fallait donc se mettre au travail et produire, pour le proposer aux Camerounais, un projet de société. Ce qui est le cas depuis le 15 mai 2018, comme nous l'avions annoncé sur notre plateau de télé. Pour ceux qui sont dans les réseaux sociaux, le prologue est en circulation. L'axe numéro 1 sur le recadrage étatique circule. L'axe numéro 7 sur la couverture santé circule effectivement. Modestement, des retours qui nous reviennent. C'est un projet qui est assez compétitif, mais qui de toute façon est soumis à la sanction et à la sagacité de nos compatriotes. Il s'intitule « Un État qui protège et qui libère les énergies ». Un État qui protège, tout simplement. C'est un État qui nous met à l'abri de l'arbitraire, à l'abri de l'injustice, à l'abri de la maladie, à l'abri de la pauvreté. Nous le démontrons dans le prologue. Il y a nécessité absolue de signer un nouveau contrat social. L'État que nous nous sommes choisis a une mission sécuritaire. L'État doit nous mettre à l'abri. Pour ceux qui sont allés dans des environnements plus développés, vous le sentez dès l'entrée. L'État est une personne morale, de droit public, comme on dit. Mais en fait, l'État, c'est vous, c'est moi. Nous créons nous-mêmes une sorte de fiction. Nous lui affectons un pouvoir. Ce pouvoir consiste à nous mettre à l'abri, consiste à nous protéger. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes à part et l'État est à part. Souvent, on vous dit l'État a dit, l'État fait. Et vous vous demandez, mais de quoi on parle? C'est de moi aussi. Non, vous avez l'impression que l'État, c'est pour une poignée. Vous connaissez l'État quand il faut prélever l'impôt. Vous connaissez l'État lorsqu'il faut vous empêcher de protester. Vous connaissez l'État lorsqu'il faut vous spolier, lorsqu'il faut vous casser. Mais vous cherchez l'État quand vous tombez malade, vous ne le voyez pas. Vous cherchez l'État quand vous êtes dans la détresse, vous ne le voyez pas. Vous avez un État oppresseur, spoliateur, mais vous cherchez en vain l'État protecteur et l'État sécure, l'État rassurant, vous ne le voyez pas. Non, il faut y mettre un terme. Et nous le démontrons. D'ailleurs, un État, ce sont ses populations. Et je voudrais d'ailleurs à ce propos m'adresser à une frange de la population camerounaise, la frange anglophone. Parce qu'un État, c'est un tout. Un État, c'est nous tous. Et la question de la diversité est une question cruciale. Je vais certes tout à l'heure m'exprimer en anglais pour m'adresser à eux. Mais je le précise encore, nous devons retrouver notre identité. Nous le développons fort bien dans le premier axe de notre projet de société. Je veux bien que l'anglais et le français, je suis en train de m'y exprimer, soient des langues officielles. Mais nous devons très rapidement réhabiliter nos langues nationales. Il convient de rappeler qu'il est important que dans les années qui viennent, un discours comme celui que je suis en train de tenir soit tenu en Banso, en Boum, en tout ce que vous voulez, en Bali ou en Eton. Ah oui,
Parce que la langue est un marqueur d'identité. Nous nous laissons aliéner depuis des années, nous ne nous en rendons pas compte. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposons que les langues nationales soient enseignées au primaire, au secondaire, à l'université. Moi, je suis étonné. Il y a aujourd'hui, vous entendez à l'université de Yaoundé, des filières langue moderne française, langue moderne, lettres modernes italiennes, lettres modernes grecques. Mais il faut bien qu'un jour il y ait aussi des lettres modernes et tout. Qu'il y ait aussi des lettres modernes bafoussam ou bafia. Mais non, il faut mettre un terme à cette aliénation. Et vous avez vu, simplement parce que le 4 mars 1916, l'Allemagne a perdu la guerre et que le butin a été partagé par les vainqueurs, la France et l'Angleterre, nous nous retrouvons dans des problèmes. Mais on ne peut plus en sortir. Il est clair que c'est deux cultures qui cohabitent. Et nous, dans notre projet de société, nous formulons des solutions qui sont claires. C'est pour ça que je voudrais m'adresser maintenant, en particulier à mes compatriotes anglophones. I wish to address my Anglophone compatriots, telling them that the crisis said to be an Anglophone crisis find its solution in our society often. I wish to bow to the memories of Cameroonians who every day lose their lives in this confrontation which opposes Cameroonians against Cameroonians. I say it with strength. These are deaths for nothing. We would have avoided these huge losses. Successions of errors has led us in a stalemate. I think the Anglophone crisis is not a separatist one. The nostalgia of 11 years of federalism from 1961 to 1962 reinforced the desire to get rid of the current hyper-presidentialism, as much as the state has the duty to preserve the peace and unity of the nations. So do we have the duty to respect the diversity and the difference. This is the reason why we propose a regional state in which the different regions will be autonomous in an indivisible state, like the United States of America. But this choice can only be done through vote. Let's put down weapons, please. Let's renounce to the murderous excesses. Let's register massively on electoral list. Let's vote and let's watch over our vote when the moment comes. Energies will be released in regionalism. A guarded ballot is better than a shotgun. C'est le message que je voulais délivrer à mes compatriotes anglophones. J'espère you understood. You have understood. Vous l'avez bien capté. Je l'espère bien. Et j'espère que nous sommes désormais ensemble. Mais revenons à notre offre de société. Un État qui protège, je l'ai dit, mais également un État qui libère les énergies. Libérer les énergies, c'est faciliter l'accès au capital. Je le dis souvent, et la pensée n'est pas de moi, elle est de certains auteurs. Les pays qui sont pauvres parce que ceux qui les dirigent prennent des décisions qui créent la pauvreté. Et cela vaut en particulier pour le Cameroun. Vous savez, quand vous circulez d'une ville à une autre, vous voyez des terres à gauche et à droite. Des forêts. Ces terres sont inexploitées. Bon, évidemment, nous le proposons dans notre projet de société. Aujourd'hui, il n'y a même pas une carte pédologique au Cameroun. Il n'y a même pas une carte d'adaptation agricole des terres.
au-delà de tout ce que vous entendez. Nous proposons une loi d'orientation agricole. Nous l'avons dit. Dans lequel ou dans laquelle la loi d'orientation, il y aura le statut de l'agriculteur. Parce que nous avons une offre audacieuse en matière agricole. La création d'un complexe agro-industriel dans chaque commune au Cameroun où il y a des terres exploitables. J'espère que vous le savez très bien, qu'à peine 30% de nos terres arables sont exploitées. Nous avons de la richesse, mais nous sommes pauvres. Simplement parce qu'il n'y a pas de propriété. C'est aussi bizarre que ça. Vous avez des terres, vous avez plein de compatriotes qui vous disent « j'ai des terres au village ». Mais en fait, juridiquement, il ne les a pas. Comment vous pouvez donc avoir des terres que vous ne pouvez pas transformer en richesse? Parce qu'il n'y a pas le titre de propriété. Quand vous avez de la propriété sur vos terres, vous pouvez les louer, vous pouvez les vendre, vous pouvez accéder au crédit parce que vous aurez une garantie réelle à offrir à la banque. Mais cela ne vaut pas seulement pour les terres. Vous savez, l'informel, beaucoup de jeunes croient que rester dans l'informel est avantageux. Eh bien non. Si vous êtes dans l'informel, vous n'avez accès à rien. Vous êtes dans la débrouillardise organisée. Simplement parce que vous ne pouvez pas accéder à la légalité. Il faut donc régler la question de la légalité, de l'accès à la légalité, de l'accès à la propriété. D'ailleurs, à cause de l'informel, beaucoup ne peuvent pas accéder aux soins de santé. Ce n'est pas une diversion, je passe peut-être du coq à l'âne, je reviens tout à l'heure à la libération des énergies. Nous proposons dans notre offre de santé, et ça circule dans les réseaux sociaux, une assurance maladie pour tous. Il est hors de question que dans notre pays, vous soyez malade et que vous soyez incapable d'accéder aux soins de santé. C'est pour ça que nous instituons l'assurance santé obligatoire. Obligatoire parce que nous allons créer une caisse nationale d'assurance santé qui sera financée par la fiscalité, sans augmentation des impôts. Ceux qui lisent notre projet de société savent de quoi je parle, sans augmentation des impôts et par les contributions personnelles. Vous pourrez souscrire à l'assurance santé de la caisse publique ou à l'assurance santé d'une police privée. Toujours est-il que tout le monde devra y contribuer. Il y aura le régime des salariés, du public et du privé, et le régime des indépendants, et même le régime des démunis. Mais quand nous disons que c'est obligatoire, ça veut dire que nous allons assortir tout service public à l'obligation de présentation de votre carte d'assurance santé. Vous voudrez légaliser un document à la préfecture, vous montrerez que vous avez la carte santé. Vous voudrez obtenir un permis de conduire, de moto ou que sais-je encore, vous obtiendrez la carte santé. Ce d'autant que nous envisageons de baisser le permis de conduire pour la moto à 10 000 francs. Parce que pour le moment, c'est prohibitif. Et nous nous étonnons que pour des gens qui travaillent 3 000 par jour, ils soient incapables de trouver 30 000 pour payer le permis de conduire. Mais revenons à la libération des énergies. Libérer les énergies, c'est aussi libérer la parole. Nous sommes dans un environnement où le droit de réserve astreint beaucoup de nos compatriotes au silence. Où le refus à poser à chaque demande de manifestation fait que les frustrations s'accumulent. Et tout cela, un matin, peut déboucher sur toute autre chose. Notre projet de société est là. Nos idées sont là. Il ne reste maintenant qu'à passer à l'acte, l'acte de vote. Et c'est vers là, en le disant, nous allons vers la fin de notre échange. Parce que 11 millions de citoyens, beaucoup d'entre vous les ont déjà rencontrés. Nous sommes sur le terrain, dans les carrefours, dans les marchés. Rejoignez-nous dans cette odyssée du changement. Nos équipes sont sur le terrain. Je tiens d'ailleurs, en me joignant au professeur Koumbondo, à féliciter nos camarades qui se sont mobilisés le 20 mai dernier. Alors, moi j'étais à Mokolo, 100 km de Maroua, et j'étais étonné de voir qu'au sud, à l'est, à l'extrême nord plus loin, au centre, partout, des jeunes défilaient. C'est d'ailleurs lorsque j'ai reçu le coup de fil de M. Sambaka, vice-président de l'UDC, de la tribune à Douala, qui me disait: Monsieur le coordonnateur, félicitations. Nous venons de voir les 3 carrés de votre mouvement et ils sont différents des autres. On sent de l'engagement, de la détermination. On comprend que cela
n'ont pas été rassemblés quelque part moyennant quelque chose pour venir défiler. Ça se voit sur leur visage, ça se voit dans la façon de marquer le pas. Et je lui ai dit merci. Cette reconnaissance nous encourage. Je remercie doublement M. Sambaka. Souvent on voit beaucoup de jeunes, mais il y a comme lui beaucoup d'aînés qui nous accompagnent. Comme je dis, il y a de bons et de mauvais vieux. Encore que M. Sambaka, vous ne le rangeriez pas dans la catégorie des séniles. Mais lui, bien qu'étant de l'UDC, depuis le premier jour, n'a eu de cesse de nous accompagner par son conseil, par sa logistique et d'autres choses que je ne dirai pas. Merci, M. Sambaka. Merci à tous ces autres aînés qui nous accompagnent. C'est peut-être d'ailleurs l'occasion de saluer aussi, pour une énième fois, le Parti Univers et son capitaine opérationnel, et son monsieur le professeur Nkoumvondor Prosper, le président, M. Dieudonné Atangana, qui ont accepté, alors que c'est un parti qui avait déjà des élus, de nous accueillir, j'ai envie de dire, de nous confier cet appareil qui est le leur, qu'ils ont créé de haute lutte. Pour ceux qui connaissent l'histoire, nous les remercions. Voilà des aînés qui nous accompagnent. Nous nous battrons pour mériter cette confiance. Donc nous sommes sur le terrain. Nous continuons à travailler. D'ailleurs, demain à Douala, le 27, j'y serai. Je l'annonce, il y a des choses qui se feront demain pour marquer l'année d'anniversaire. Mais les moyens, parlons-en. On nous a souvent fait le procès des moyens. Mais où trouve-t-il l'argent pour voyager, pour être sur le terrain? L'argent, c'est les hommes. Ce n'est pas l'argent qui fait les hommes. Ce sont les hommes qui produisent de l'argent. Il faut que cela soit compris une fois pour toutes. 1 million de personnes dont chacun 1000 francs, ça fait 1 milliard de francs CFA. C'est le pari du mouvement 11 millions de citoyens. Nous l'avons, nous ne sommes pas riches. D'ailleurs, on se moque de nous pour ça. Mais c'est un paradoxe au Cameroun. Parce que si ce sont des personnes riches que vous voulez, vous savez où les trouver. Ils sont dans le gouvernement. Ou, pour ceux qui en sont sortis, à d'autres endroits. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Je l'ai déjà dit sur un plateau de télé, on ne fait pas la politique avec son argent. Celui qui vient vous dire j'ai des comptes bancaires remplis de milliards, c'est avec que je vais tout faire, il vous trompe. C'est la politique du parti au pouvoir, parce que de toute façon, eux, ils sont au pouvoir et ils utilisent votre argent. Ils vous redonnent un peu en vous donnant l'impression que c'est leur argent. Non, pas du tout. La politique, c'est l'engagement. C'est la détermination dans l'engagement. Vos 200, vos 300. D'ailleurs, bientôt, nous allons lancer l'opération pièce blanche. 50 francs, 100 francs, 500 francs. Oui, avec vos 50 francs, vous financez le changement au Cameroun. Vous participez à l'implémentation de quelque chose et à la réalisation de vos rêves. N'attendez pas d'avoir 1 million. N'attendez pas d'avoir 1 milliard. Non. Dans d'autres pays, la démonstration a été apportée. Barack Obama, devant l'exploit duquel nous nous inclinons tous, c'était 5 $, 10 $. Il est rentré dans l'histoire comme le 3e au rang des candidats ayant mobilisé le plus de fonds. Ben, c'est le peuple qui fait. Nous, nos moyens, c'est vous. D'abord, des moyens humains. Je salue M. Sambaka tout à l'heure. Je salue le professeur Nkoumvondor tout à l'heure. Oui, c'est d'abord les hommes, l'intelligence des hommes, la sagesse des hommes, le courage des hommes, les idées qui germent des esprits, des humains. Voilà la première ressource. D'ailleurs, c'est la ressource fondamentale en politique, la ressource humaine. Mais également, vous pouvez participer en acquérant une carte d'adhérent au 699 37 55 60. Le numéro circule généralement dans les réseaux sociaux, je le redonne. 6 99 37 55 60. Vous commandez votre carte de 1000 francs, votre carte de 3000, votre carte de 5000. Il n'y a pas de différence entre les cartes. On les a juste calibrées au pouvoir d'achat. 1000 francs, elle est blanche. 3000, elle est gold. 5000, elle est platinum. 6,99, 37, 55, 60. Mais également, vous pouvez commander où que vous soyez dans le monde. Vous pouvez avoir votre carte. Ceux qui l'ont essayé au Brésil, en Australie même,
ont reçu leur carte dans leur boîte aux lettres, mais également au Gabon, au Côte d'Ivoire et ailleurs. Nous avons mis, c'est ça aussi le génie de la jeunesse, un système en place qui permet cela. La carte vous trouve dans votre boîte aux lettres. Il suffit d'aller sur www.11millioncitizens.com www.11 en lettres millioncitizens en un mot.com et vous commandez en 1 minute votre carte. C'est la Gold et la Platinum qui sont disponibles à 10 et 15 euros, à 10 et 15 dollars. Beaucoup ont commencé à le faire. Et d'ailleurs, sur ceux qui l'ont fait, ils savent très bien que chaque fois qu'ils veulent l'état des finances, le pôle logistique se charge de présenter cela. Vous le savez, chaque fois que vous saisissez M. Onana Bertrand, qui est le coordonnateur de ce pôle, par mail ou par SMS, vous recevez l'état des finances parce que nous voulons travailler en toute transparence. Mais c'est crucial ce que je vais vous dire. L'effort que vous avez commencé à fournir, il faut le fournir jusqu'au bout. Nous entrons dans des moments particulièrement déterminants parce que la politique, ça nécessite minimalement de la logistique. C'est pour ça que nous avons mis, je vous l'ai dit, bientôt nous allons lancer l'opération pièce blanche, mais encore que vous pouvez la commencer, parce que nous avons mis en place, ou alors nous exploitons des modalités qui existent. Le cash money collector. Le cash money collector, c'est du mobile money, qui permet aujourd'hui d'envoyer de l'argent à un compte qui est ouvert à Freeland. Le compte est ouvert à Freeland. Le compte 11 millions de citoyens. D'abord, vous pouvez déposer de l'argent directement sur le compte à Freeland First Bank, mais également, vous pouvez par votre téléphone mobile envoyer de l'argent dans ce compte en format de 650, 668, 659. Ça, c'est pour MTN. 650, 668, 659. Je reprends. 650, 668, 659, précédé effectivement de l'indicatif, plus 237. Ça vous conduit vers, dès que vous allez faire cela, ça vous conduit automatiquement vers un compte, un peu comme vous faites du mobile money. C'est libellé 11 millions de citoyens. Quel que soit le montant que vous y mettez, 50 francs, 100 francs, 500 francs, 1000 francs, 10 000, 1 million, bon, il y a des optimums, je crois qu'il ne faut pas dépasser. L'argent est redirigé vers ce compte qui nous permet aujourd'hui de financer ce que nous faisons. Vous le voyez bien, l'argent, c'est les idées aussi. Et ce cash money collector que nous avons fait pour un opérateur, nous le ferons également pour tous les autres opérateurs. C'est en cours parce que je préfère vous annoncer que ce qui est déjà finalisé, lorsque ce sera finalisé, vous aurez l'information en temps opportun. Mais il y a aussi, parmi les moyens, j'ai parlé des hommes, des finances, de la logistique, il y a le numérique. Mais là, nous sommes en train d'interagir par le numérique. Beaucoup de ceux qui sont autour de moi sont... Ah, d'ailleurs, M. Olama est sur son téléphone, je ne sais pourquoi. Je crois que pendant que je parle, il est en train de jouer son jeu. Oui. Et je voudrais saluer toute cette armée qui abat ce travail, que ce soit au travers de CLO et tous les autres instruments qui sont en train d'être mis en place et que vous allez découvrir petit à petit des applications sur lesquelles les gens travaillent. Parfois, ils sont une cinquantaine là-dessus, d'arrache-pied depuis des mois. Parce que la révolution douce, démocratique, qui va s'opérer cette année, sera aussi numérique. Jusqu'ici, vous avez vu certains outils. D'autres, vous les verrez. Et je remercie cette armée, ceux qui assurent cette veille. Et même les combattants, ceux qui sont partout. Ils sont partout dans le monde. Je ne veux pas dire où ils sont. Certains, bon bref, ils sont partout dans le monde. Ils sont ici, ils sont partout. Ils travaillent à cela. D'ailleurs, ça permet que nous ayons cet échange que nous sommes en train d'avoir. Je tiens absolument à les remercier. Et même à remercier les combattants. Je sais que parfois ça a volé un peu bas. Moi, je suis un leader qui assume ce qui est fait par ses collaborateurs. Et sans vouloir dédouaner ici ou expliquer cela, il est clair que lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure de sensibilisation des Camerounais, il s'est trouvé des gens qui se sont donnés pour mission de nous contrecarrer. Alors que nous ne leur prenions rien, nous ne leur arrachions rien. Aller à la conquête des nouveaux électeurs que vous êtes,
En quoi cela est-il offensant pour d'autres partis politiques? Mais ils ont pris sur eux de nous dénigrer, de nous insulter. Mais ces jeunes, et moins jeunes, et plus jeunes, que vous ne voyez pas, je leur ai dit, patience. C'est vrai qu'à un moment, j'ai dû lâcher aussi un peu mes chiens. Parce que ça prenait des proportions inacceptables. Je ai donc dû autoriser qu'à l'insulte, on réponde par l'insulte. Personne n'a le monopole de l'insulte. Et moi, je l'assume volontiers. Je ne vous ferai pas l'hypocrisie de ces leaders qui vous diront qu'ils n'ont pas envoyé les gens insulter les autres. Alors qu'ils les nomment quand même de temps en temps dans leur parti politique, qu'on les voit cheminer ensemble. Moi, je ne fais pas de cette hypocrisie-là. Évidemment, lorsque j'ai estimé que les miens dépassaient les bornes et qu'ils ne partageaient plus ma philosophie, je leur demandais d'arrêter. C'est vrai, on n'insultait pas autant. Mais bon, vous connaissez la suite. On m'a donné tous les noms, vous le savez très bien. Ça inspire même des chansons. D'ailleurs, puisqu'on parle de chansons, permettez-moi de saluer ce slam qui a été composé. Je n'ai toujours pas rencontré l'auteur, mais comme il le dit lui-même dans son slam, il ne souhaite même pas être rencontré par moi. Donc, de toute façon, si jamais il est à l'écoute, ben, j'ai envie de lui dire toute ma gratitude. D'ailleurs, j'ai appris que ça a été diffusé dans certaines chaînes de radio, notamment à Douala, et c'est l'occasion de saluer tous ces journalistes, tous ces médias qui nous accompagnent, Equinox et puis Balafon, qui fait depuis des jours, cela m'est parvenu. Je voudrais adresser mes remerciements à M. Cyril Bojiko. On ne s'est pas concerté, mais qui a pris sur lui de relayer les activités de 11 millions de citoyens et qui a diffusé ce slam. On me l'a dit. Donc il y a une équipe qui travaille et je tiens véritablement à les remercier, à les encourager. Ça ne fait que commencer. Et puis, nous allons aux élections, chers amis. Il faut être candidat. Il faut être candidat. Bientôt, le corps électoral est convoqué. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'autour de moi, ceux qui ont 20 ans sont inscrits? Levez la main si vous êtes inscrits. Ok. Je voudrais vous dire, chers compatriotes, je sors par là où je suis entré. La clé, c'est le bulletin de vote. La clé, ce sera le PV du bureau de vote. La clé, ce sera le scrutateur dans le bureau de vote. La fraude dont on parle, elle n'est pas magique, elle s'opère dans les bureaux de vote. Si nous avons dans chaque bureau de vote au Cameroun un scrutateur sérieux qui ne va pas céder aux 5 000, 10 000 ou 100 000 ou à la carte de visite qu'on va lui donner à 1 heure de la journée pour qu'il ferme les yeux, pour qu'on boucle les urnes. Si nous avons des scrutateurs qui restent devant l'urne de 8 heures, engagés à 17 heures ou 18, quand on fait le dépouillement, et qui nous fait parvenir le PV d'une façon ou d'une autre, on a imaginé 1000 mécanismes pour ça. Le résultat qui sera publié au Cameroun sera le résultat sorti des urnes. Vous l'avez compris, la clé c'est la ressource humaine. Il faut voter. Donc il faut s'inscrire. Il faut des volontaires, des bénévoles. Et d'ailleurs, je salue à nouveau ce bénévolat, parce qu'on a dit tout et n'importe quoi. Vous ai-je déjà donné de l'argent un jour? Vous le prendrai-je? C'est du bénévolat. Et on peut trouver 23 000 jeunes pour 23 000 bureaux de vote dans tout le Cameroun, c'est possible. Nous avons déjà fait le travail d'identification de tous les bureaux de vote, nous savons où ça se trouve, y compris les fictifs. Mais il faut des hommes pour y être. Des hommes engagés, comme ceux-ci, comme ceux-là. Ils sont là une quinzaine ou une vingtaine, ça fait déjà 20 bureaux de vote. Donc ça peut s'élargir. 23 000 personnes, ça se fait. Soyez candidats. Vous les jeunes, je vous l'ai dit, heureusement certains d'entre vous ont décidé de s'engager. 23 ans, tu peux être député. 23 ans, tu peux être conseiller municipal. Oui, c'est ce que dit la loi. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il faut passer une vie en politique pour être candidat. Moi, j'aime à le rappeler. Même quand on annonce que je perdrai, j'ai souvent suivi ça de certains aînés qui disent « Oh, lui, il va se casser le nez. » D'abord, je pense qu'il y en a là qui perdent depuis 92. Si ce nez-là se cassait, il ne respirerait plus. Mais, je rappelle que du haut de ma vieillesse de 38 ans,
au bout de 3 essais, j'aurai toujours un âge inférieur à mes concurrents actuels. Au plus jeune, en dehors de celui qui a sensiblement le même âge que moi. Donc ce que je dis pour moi vaut pour lui. Donc si Dieu nous donne vie, dans 21 ans, vous ajoutez 21 à 38, ça vous donne très exactement 59. Donc lorsque j'aurai essayé cette fois, et la fois d'après, et la fois d'après, après, si vous voulez, je serai toujours moins âgé que ceux qui aujourd'hui me disent attends de grandir. C'est pas moi qui leur ai demandé. C'est pas moi qui leur ai demandé d'aller à leur première tentative à 65 ans. C'est un choix personnel. Bon, ça s'appelle choix de sagesse. Certains ont d'abord voulu amasser de l'argent en faisant ami-ami avec le système. Certains ont d'abord voulu séjourner quelque temps au gouvernement. D'autres ont d'abord voulu être ami-ami avec le président en lui décernant un prix ici ou là. Et puis quand ils ont estimé qu'ils se sont suffisamment avachis et que leurs enfants sont bien au chaud, là où ils font leurs études aux États-Unis, en France et ailleurs, et qu'ils ont fini de construire leur duplex, qu'ils sont à leur énième voiture, c'est en ce moment-là qu'il faut donc transformer le pays. Mais de tous les héros qui existent dans le monde, prenons seulement les héros africains, Nelson Mandela, Thomas Sankara, sortons, allons en Amérique latine, Che Guevara, tout ce que vous voulez, Fidel Castro. Ils ont vraiment attendu de s'avachir? Il me semble que non. Parce que c'est dans la force de l'âge, dans la fraîcheur des idées et de la vision qu'on transforme un pays comme le nôtre. Gouverner un pays, ce n'est pas se reposer. La présidence de la République n'est pas un reposoir. Ce n'est pas un lieu de plaisance. Ce n'est pas une prime au repos. Non, pas du tout. En tout cas, pas le pays qui est le nôtre. Ce qu'il faut pour diriger un pays, c'est de la compétence. Le Cameroun en a. C'est de la force de caractère. Nous en avons. C'est une vision. Nous en avons. C'est de ça que notre pays a besoin. Et nous incarnons cela. Alors, l'argument de disqualification sur l'âge, il faut arrêter. Et d'ailleurs, moi, je n'ai pas honte d'avoir commencé à mon âge. Et vous n'avez pas honte d'avoir commencé à 24 ans, 25 ans, 30 ans. Vous n'avez pas à en avoir honte. Ceux qui ont été, quoi, à vos âges, peureux, c'est leur affaire. C'est même eux qui devraient être envieux. Vous n'en avez pas à avoir honte. Et je rappelle encore à tous ceux qui se moquent de la jeunesse, qui chaque fois parlent de la jeunesse avec le sourire ironique en biais. Je leur rappelle que 65% de la population camerounaise est âgée de moins de 45 ans. Et si vous avez ça en tête, vous prenez les jeunes au sérieux. Parce que pour peu que ces jeunes se lèvent, s'investissent en politique, c'est eux qui vont dicter la loi. Ça pourrait me profiter comme ça pourrait profiter à quelqu'un qui a 2 fois leur âge. Il n'est pas dit que parce qu'on est jeune, on vote forcément pour un congénère. En Malaisie, il vient d'avoir 92 ans. En Tunisie, je crois, c'était 88. Ou que sais-je encore. Mais c'est bien les jeunes qui les ont votés. Je ne dis pas que parce que je suis âgé de moins de 40 ans, ça veut dire que tous les jeunes voteront forcément pour moi, mais non. Il faut donc penser à responsabiliser ces jeunes. Même ceux-là. Vous savez, moi, je regarde autour de la plupart de mes challengers. Alors, ils me demandent pour la plupart de venir m'aligner derrière eux et d'en apprendre davantage. Alors, la première chose qui me frappe, c'est que parmi les candidats les plus en vue actuellement, il n'y a pratiquement aucun en dehors de Paul Biya qui ait déjà été candidat à l'élection présidentielle. Donc, en réalité, nous sommes des bleus. Hein. Nous sommes tous des bleus. Même ceux qui se prévalent de beaucoup d'expérience. En tout cas, je parle bien des plus en vue. Vous savez, aujourd'hui, quand on met les visages des candidats, il y a 3, 4, 5 noms qui reviennent. Le mien, par la grâce de Dieu, en fait partie. D'ailleurs, il y a un sondage qui a été fait en avril par un institut de sondage français sur Yaoundé, voilà, qui me place 2e dans les sondages
au mois d'avril avec 16%. On a encore du chemin, les gars. C'est Elmed, je crois. Baromètre Elmed. J'ai pu me renseigner. Je suis resté réservé au début, mais je me suis bien renseigné sur l'Institut. C'est un institut sérieux. Et le travail qui a été fait était un travail sérieux. C'est déjà ça que nous soyons deuxième, mais 16% derrière pour Biat qui a plus de 50. Il y a encore du chemin, mais oui. Il n'est pas dit que la route soit tracée et totalement ouverte pour nous. Il faut se battre. Il faut convaincre par nos idées, par nos déterminations, par notre engagement sur le terrain. Donc, pour revenir à ceux-là qui se moquent de la jeunesse à chaque fois, mais ils ne m'encouragent même pas. Parce que je cherche autour d'eux quelqu'un qui me ressemble, souvent je ne vois pas. Donc quand ils me disent, viens apprendre, je me dis, mais où je vais apprendre où? Parce qu'autour d'eux, je vois seulement des gens qui leur ressemblent. Connaissez-vous, dans ces partis, un jeune de notre génération, de mon âge, qui ait une notoriété proche de la mienne? Parce que ce sont des appareils qui asservissent la jeunesse. Vous êtes bien pour les teudeux, chanter les louanges, faire des marches. Mais dès qu'il faut maintenant passer à la responsabilité, à la direction des choses, il faut attendre. Vous êtes des cadets sociaux, il faut attendre. Mais votre intelligence, on en a besoin. Votre dynamisme, on en a besoin. Non, on apprend en exerçant des responsabilités. De toute façon, aucun pays au monde ne s'est bâti en opposant les jeunes aux vieux. C'est pour ça que je suis heureux et je ne fais que saluer ces vieux, ces anciens, que vous ne voyez pas, qui sont peut-être même plus nombreux que les jeunes que vous voyez et qui travaillent en back-office. Vous apprendrez des choses au fur et à mesure qu'on avancera, que vous ne vous imaginez même pas. Donc, continuons simplement à bosser. Soyez candidats, chers jeunes. Le temps presse. Pour ceux qui ont lu le code électoral, c'est des pièces pas toujours faciles à avoir. Et puis, j'ai lancé l'appel tout à l'heure aux contributions financières. C'est 50 000 la caution. Pour être candidat au conseil municipal, c'est 1 million pour la députation, 30 millions. Je compte sur vous. Hein. Je ne les ai pas. Il faut être honnête. Je n'ai pas ces 30 millions de caution, je l'avoue. Mais je suis sûr que vous pouvez me donner ces 30 millions. Mais en d'autres termes, si vous ne me les donnez pas, je ne serai pas candidat. Alors. Mais je crois que vous me les donnerez. Soyons candidats, chers compatriotes. Osez. Ça ne s'adresse pas aux jeunes, ça s'adresse aux anciens. J'ai croisé des mamans, des papas, je veux dire des adultes de plus de 40 ans, 50 ans, qui ne pensaient pas qu'ils pouvaient être candidats. Ils s'auto-disqualifient au motif qu'ils n'ont pas l'argent. Les conseils municipaux sont devenus des lieux de retraite. Pour des gens qui ont roulé leur bourse dans la République avec les résultats qu'on connaît. Dès qu'il prend sa retraite, il doit être maire. Quand il est en disgrâce de l'autre côté, il doit être député. Mais non. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposons la suppression du Sénat. On y met là-bas 15 milliards annuels qui ne servent strictement à rien. Nous allons créer le conseil consultatif des anciens. Nous l'avons déjà annoncé, qui nous coûte 2-3 milliards par an. Ça nous fait 12 milliards au moins d'économies pour financer le social. Et l'esprit d'antériorité, qui est important dans un environnement comme le nôtre. L'esprit de seniorité, qui est important dans les environnements comme les nôtres, où les sages, les vieux incarnent la sagesse. Nous allons le préserver parce que, comme je l'ai souvent dit, malgré tout ce qu'on veut faire, il y a des bornes qu'il ne faut pas déplacer. Il faut des gardiens de la tradition, les gardiens de notre culture. C'est pour ça que nous mettrons en place le conseil consultatif des anciens. Soyez donc candidats, chers compatriotes. Ne réfléchissez pas, lancez-vous. Qu'ils se moquent de vous. Nous sommes aujourd'hui la preuve vivante qu'on peut se moquer de vous pendant 6 mois, mais au bout on arrête de se moquer de vous. Vous savez, au début on se moquait de moi que j'avais une seule veste. C'était pas faux. Il y a 1 an, j'en avais 2 ou 3. C'était pas faux. Je portais les mêmes. Au point que les gars ont commencé à me filmer partout en disant, mais il était jeudi avec ça. Il est encore là, lundi avec ça. Vraiment, quelqu'un qui n'a que 2 vestes va diriger le Cameroun comment? Donc évidemment, pour lui, il y en a 1 millier, on voit comment il dirige bien. Mais ça a choqué certains d'entre vous. Ils m'en ont offert. Je ne sais pas si je devrais dire son nom. Même cette veste que je porte là, elle m'a été offerte par un très grand styliste camerounais qui est basé sur la place parisienne, qui habille même le chef d'État, curieusement. Ah oui, c'est lui qui m'a offert celle-là. Et je le dis, volontiers avec joie. Parce que s'il le fait, c'est sa contribution.
pour qu'on arrête de m'insulter. Parce que lui, ça le choquait. Donc, ce n'est pas seulement le cas pour moi. Si je vous dis tout ce qui est fait, notre parc informatique, comment ça se fait, le lieu où nous nous trouvons, comment ça se fait, il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de Camerounais accompagnent la dynamique de changement qui est en cours à une vitesse et avec une subtilité que vous êtes loin de vous imaginer. Merci à vous. Donc, n'ayez pas peur. D'ailleurs, n'ayez même pas peur de perdre. Puisqu'on ne perdra pas, n'ayez pas peur. Allons-y. Soyons candidats. Investissons le Parlement. Investissons les conseils municipaux. La présidence, je vous l'ai dit, je m'en charge. Je vous dis, on va gagner d'une façon ou d'une autre. Croyez-moi. Il ne me reste plus, je ne sais pas ce que j'ai oublié. Il ne me reste plus qu'à vous saluer, à vous remercier une fois de plus, à remercier, alors j'étais à rappeler pour le peu de temps qu'il nous reste. On me dit qu'il y a un dispositif qui a été mis en place pour que les gens puissent poser 11 questions. Alors, le numéro c'est le 699 49 05 50. 699 49 05 50. Je reprends. 699 49 05 50. Précédé, pour ceux qui appelleraient de plus loin, de l'indicatif 00237 ou plus 237. Sur ce, moi, il ne me reste plus, si jamais il y a un coup de fil, tant mieux, s'il n'y en a pas, il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement. Restons confiants. À vous qui êtes à Douala, nous nous retrouvons demain, 27 mai. Il m'a été dit qu'il y a là-bas une préparation très intéressante, ce peut qu'il y ait même un gâteau géant que nous allons déguster. Mais il y a surtout une opération d'inscription sur les listes électorales. Je crois que c'est toujours à Ange Raphaël d'ailleurs. Toutes les communes d'ailleurs, toutes les coordinations communales de Douala sont réunies demain à Ange Raphaël, c'est bien cela. Pour ce travail, ce grand moment de convivialité, nous allons, et puis à l'occasion, pour ceux qui veulent avoir leur carte d'adhérent, M. Onanama dit qu'il a pris des dispositions pour que ces appareils automatiques soient à disposition pour que, séance tenante, les uns et les autres puissent avoir leur carte. Alors, monsieur l'ingénieur Daniel Longwe, on va certainement devoir partir. Il n'y a pas eu d'appel. Je répète encore, 699 49 05 50. Y a-t-il une question? Allô? Allô? Bonjour. Donnez-moi. Oui, allô? Ben allez-y, je vous écoute et nous sommes en direct. Bonjour à vous et nous sommes en direct, je vous écoute. Alors, vous demandez que je sois précis sur le mode de choix lors des primaires. Ok. Ok. Ben, je vais essayer de répondre à votre question. Merci beaucoup, Serge. Alors, Serge veut savoir comment est-ce que les primaires, comment on va choisir. Serge, en la matière, nous n'inventons pas la roue. Les primaires ont déjà eu lieu. D'abord, généralement, les primaires ont lieu au sein d'un parti politique. Et dans d'autres pays, les primaires ont eu lieu avec beaucoup de partis politiques. C'est très simple. Pour qu'il y ait des primaires, il faut des candidats. Ça veut dire que tous les candidats
à l'élection présidentielle se retrouvent et s'entendent que c'est le peuple qui doit choisir celui parmi eux qui va conduire tout le monde. Il crée donc, il rédige donc un texte qui va détailler, ça ne coûte rien, ces textes nous les avons déjà rédigés, donc nous pourrons les proposer, qui va expliquer comment ça va se passer. Et comment ça va se passer? C'est que d'abord, il y aura un corps électoral. Donc, on va créer une autorité, une organisation qu'on va mettre en place et qui sera donc chargée de recueillir les inscriptions, moyennant le paiement d'une somme que nous allons arrêter de commun accord, 500 francs, 1000 francs, et la présentation de la carte d'électeur. C'est ce qui va se passer. Les inscriptions pourront se faire numériquement avec les dangers que cela présente, mais les partis politiques vont s'organiser pour que dans chaque commune, il y ait un point focal où ceux qui voudront participer aux primaires iront se faire inscrire. Et si nous sommes plusieurs partis politiques, plusieurs acteurs, c'est beaucoup plus facile. Parce que certains partis sont mieux représentés à certains endroits que d'autres. Une fois que nous donnons un délai d'inscription à toutes ces personnes, lorsque le délai est échu, on arrête les inscriptions. Ça peut même se faire sur une semaine. On arrête les inscriptions, on fait le décompte des personnes qui sont inscrites et l'argent que cela a pu rapporter, et puis on fixe un jour où le choix des candidats ou du candidat va se faire. Et on choisit des endroits précis où les bureaux de vote seront déposés et où les gens pourront aller voter. D'aucuns ont estimé qu'on pourrait d'ailleurs y faire participer ELECA. Mais des discussions que nous, on a même eues avec certaines organisations et ONG, il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir des urnes. Ça ne coûte strictement rien. D'avoir des urnes qu'on poserait à des endroits bien précis. Il n'y aura pas autant de bureaux de vote que pour une élection normale. Mais il y aura autant de bureaux de vote que cela sera nécessaire par rapport aux zones où les gens se seront inscrits. Et ce jour-là, ces personnes viennent s'inscrire. On pourra même expérimenter le vote électronique. On y a réfléchi et on a vu que c'était possible. On va créer une instance contentieuse qui va gérer, ce sera une sorte d'instance d'arbitrage, pour ceux qui connaissent l'arbitrage, qui va gérer le contentieux au cas où il y a des contestations dans le processus qui aura eu lieu. Donc l'argent collecté par ceux qui vont s'inscrire permettra d'organiser, parce qu'il y a la question du financement, permettra d'organiser. Alors il y a des questions qui nous ont été posées du genre, est-ce que les primaires doivent être ouvertes? Est-ce que seuls les militants des partis politiques représentés dans les primaires devront voter? Moi je suis favorable aux primaires ouvertes. D'abord, en la matière, on ne ferait pas innovation. Je rappelle que les primaires des démocrates aux États-Unis sont ouvertes aux républicains. Les primaires de la droite en France sont ouvertes à la gauche. Parce qu'il y a même des études scientifiques là-dessus. Et nous avons publié tout ça qui démontre que jamais vos adversaires ne viennent voter dans vos primaires. Parce qu'ils savent qu'en venant voter dans vos primaires, ils vous enrichissent. Et puis on les identifie. Parce que l'inscription aux primaires, c'est que vous donnez votre nom. Donc, si le SG du RDPC vient voter aux primaires de l'opposition, ce sera une très bonne nouvelle, puisque son président saura qu'il a voté. Et si maintenant ils envoient leurs militants en masse voter, mais c'est tant mieux, ce sont des citoyens camerounais. J'ai entendu dire que non, le RDPC va envoyer les gens voter majoritairement pour quelqu'un. Bon, à ce niveau, j'ai donc dit d'accord. Disons donc que seuls les militants de nos partis, c'est-à-dire que si nous allons aux primaires, Univers, SDF, UPC, PAL, je ne sais quoi d'autre, ben on peut dire que seuls les militants de nos partis y participent. Ça veut dire qu'au moment de vous inscrire, vous allez avec votre carte d'électeur, votre carte d'adhésion à l'un des partis qui est au primaire et vos 500 ou vos 1000 francs. Donc, il y a des solutions à tout ça et nous n'inventons rien puisque ça s'est déjà fait ailleurs. J'attends toujours qu'on me démontre que cela n'est pas possible parce que ça a été fait ailleurs. Ce n'est pas l'État qui fait les primaires des partis ailleurs. Ce sont ces partis eux-mêmes qui s'organisent pour faire leurs propres primaires et demandent les autorisations nécessaires. Si c'est une question d'autorisation, on peut demander les autorisations sous la bannière de l'un des partis. Si le SDF participe et qu'il faille
des autorisations pour que les gens puissent se réunir à un endroit bien précis. On le fait. Si l'autorisation est refusée, on peut trouver des modalités pour que les gens votent sans forcément se réunir. Sans forcément avoir des attroupements. Comment nous faisons tous les jours pour faire nos actions et nos réunions sur le terrain? Est-ce que nous avons requis des autorisations à chaque fois? Non. Parfois, nous nous sommes contentés d'informer l'autorité administrative que nous sommes. Donc, Serge, cela est effectivement possible. Une fois que c'est fait, on publie les résultats. D'ailleurs, ce sera le fameux premier tour que nous n'avons jamais pu avoir dans notre pays. Et puis, le reste de l'argent collecté par les inscrits sert déjà de financement, de premier financement aux candidats choisis. Et tous les autres, s'étant entendus dès le départ, vont, par un acte signé et écrit, vont s'aligner derrière l'autre. D'ailleurs, ceux qui voudront ne pas, ceux qui refuseront de s'aligner, ben, se seront carbonisés eux-mêmes. C'est-à-dire que vous entendez, le peuple décide, et toi tu dis que tu fais cavalier seul. Ben, le peuple va te dire, il va faire cavalier seul. Vous savez, je tiens à rappeler à Serge et aux autres, ceux qui insistent même sur les primaires. Contrairement à ce qu'on pense, l'électeur camerounais est très rationnel. Il suffit de regarder les résultats des dernières élections. 92, c'était Paul Biya, John Fundi, je crois Bello Bouba. Non, ou Samuel Ebo. Bello Bouba. 97, Paul Biya, Hok Belen, Samuel Ebo. Les trois premiers, je parle des trois premiers. Non, Garga Amanadji est troisième en 2004. Non, non, je crois pas. Mais on peut vérifier. De toute façon, ce que je veux démontrer, c'est que les trois premiers, à chacune de ces élections, c'est toujours taillé. Les trois premiers se sont toujours taillés plus de 90% des voix. Les trois premiers, à chaque fois, ont plus de 90% des suffrages. Ça veut dire que malgré la pluralité des candidatures, l'électeur camerounais a toujours choisi parmi les trois premiers, majoritairement. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est même pas la pluralité des suffrages, la pluralité des candidatures qui pose problème au Cameroun. C'est le nombre d'inscrits qui pose véritablement problème au Cameroun. Mais dans tous les cas, les primaires restent une modalité que nous souhaitons tous voir le jour au Cameroun. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Ok. On se sera contenté de celle-là. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Ça a pris un peu de temps quand même, je crois. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous d'être venus. Merci à vous pour le dispositif technique. Pour ceux qui s'arrêtent aujourd'hui et demain pour se réjouir un peu, ils en ont le droit. Mais moi, j'ai parlé longtemps. Ma foi m'enseigne que ce qu'on dit vient de l'abondance du cœur. Moi, je suis le premier à être heureux de votre soutien. J'en profite, j'en suis le bénéficiaire. Mais vous le faites parce que vous voyez en moi quelqu'un de crédible, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de déterminé, quelqu'un de courageux. Je répète là des choses que j'ai souvent entendues. Et je me battrai tant que je respirerai pour mériter votre confiance, votre soutien, votre attachement. On est ensemble, comme on dit. Vous à Douala, rendez-vous demain. Et dès le lendemain de demain, je serai sur le terrain. Je crois que je devrais me rendre au sud. Après, je devrais repartir ou non, je ne sais plus. Mais on se retrouve sur le terrain. On est ensemble. Bravo. Vous me dites qu'il y a un coup de fil. Non, reste. Allô? Donnez-le-moi. Oui, allô? Oui, allez-y. Nous sommes en direct. Par rapport à... Oui, je n'arrive pas à bien vous capter. Quel est le souci? Oui, alors je comprends. Le souci, c'est la distribution des cartes, la centralisation.
Mhm. Mhm. Ok. Ok. Merci beaucoup. Alors, la préoccupation, c'est celle d'un camarade d'ailleurs, qui dit, et ça s'adresse à M. Onana, qu'il est un responsable communal dans une des coordinations, il ne m'a pas dit laquelle, responsable d'une coordination communale, et qu'il s'est rendu compte que le numéro qui circule, c'est le numéro central. Et que beaucoup de personnes dans sa commune commandent plutôt les cartes au niveau des Yaoundé. Vous comprenez bien pourquoi il le dit. Parce que nous avons mis en place un système de péréquation qui est tel que 40% de l'argent d'une carte sert au fonctionnement de la commune à partir de laquelle la commande a été faite. Donc le fait que les cartes soient achetées directement ça fait que lui, il ne maîtrise pas toujours dans son territoire, entre guillemets, tous ceux qui y sont. Mais je crois que avec la distribution des flyers et la sensibilisation sur le terrain, ce problème est réglé depuis un certain temps. Nous avons commandé 1 million de flyers qui sont distribués dans tout le territoire. Et sur ces flyers, nous demandons à tous les coordonnateurs communaux d'inscrire leur nom, leur numéro sur ces flyers. Là où le côté où on parle des cartes, de s'approprier le flyer pour que, là où c'est distribué, dans le rayon de la commune, que les personnes saisissent directement le numéro. Je pense que c'est en train d'être réglé. Donc, a priori, peut-être ça se pose encore là-bas, mais c'est quand vous êtes connu dans votre environnement que les gens s'adressent aussi directement à vous. Et puis de toute façon, je crois qu'au niveau central, on a fait un système de redirection. C'est-à-dire que quand vous appelez d'un arrondissement ou d'un département, on vous redirige vers le responsable régional, départemental ou communal pour que le problème soit réglé. Donc, au début, c'était certes centralisé parce qu'on a commencé par le haut pour ensuite étendre le mouvement. Maintenant que le mouvement est de plus en plus étendu, c'est le système inverse qui se produit. On a d'ailleurs un groupe logistique national maintenant. Voilà, il y a d'ailleurs, effectivement, il y a un groupe logistique, c'est-à-dire la coordination nationale logistique, travaille d'ailleurs avec tous les coordonnateurs maintenant de régions, de départements et de communes et leurs responsables logistiques pour que ces questions-là soient réglées. Donc je crois que c'est en train d'être réglé. Bien. Il y a une question. Encore une question? C'était une personne qui a claqué la porte du IPC que vous avez. Alors, des gens qui ont... Ça s'est coupé? Vous dites que des gens qui... Est-ce que les gens qui ont claqué la porte du LDPC peuvent nous être utiles? Mais bien sûr, bien sûr, si je dis que nous plaçons l'humain au centre de nos préoccupations, pourquoi devrions-nous rejeter quelqu'un qui démissionne du LDPC et qui nous rejoint? Prenez-le, décrochez, je le prends. Donc je réponds rapidement à la question. Donc c'est possible de démissionner du LDPC ou d'un autre parti et de rejoindre nos rangs. Tant que vous nous apportez la preuve de ce que vous adhérez à nos idéaux, il n'y a pas de souci. Nous, on travaille, c'est ça qui compte. Oui, allô? Bonjour. Vous dites, vous appelez depuis l'Allemagne? Oui, Ok. Je vous écoute. Merci d'avoir appelé. Allez-y, je vous écoute et nous sommes en direct. Alors déjà, vous êtes naturellement... Merci beaucoup. Pour la même occasion, je vais recevoir au courant de l'éducation nationale avec Fidela. On va notamment vous parler de son programme de véritable plateforme pour passer l'information et pour les élus. Une question qui relève justement une question qui pourrait être très intéressante pour la Oui. qui est notamment économique. J'aimerais de savoir, de manière claire, et
vision politique forte que M. Dupont doit mettre en œuvre pour encourager les investissements étrangers. Ok. Merci beaucoup. Je vais vous répondre. C'est un compatriote. La question continue. Non. Ah, ok. Ok. Alors, le compatriote, sa question a trait au secteur économique. Donc, il veut savoir ce qui sera concrètement fait pour faciliter les investissements directs étrangers. J'ai envie de lui dire que lorsqu'on veut libérer les énergies, c'est exactement ce qu'on recherche. Il a certainement dû lire l'axe numéro 3 de notre projet de société, une croissance palpable portée par l'agro-industrie, la construction et la diaspora, les start-up, je parle des start-up, et la diaspora. Pourquoi je fais de la diaspora un levier de croissance? D'abord parce que nous avons aujourd'hui, et ce sont les chiffres officiels, j'ai pu entendre 5 millions de nos compatriotes. Pour y être allé moi-même, j'ai pu voir à quel point les compatriotes basés à l'étranger avaient envie d'investir dans leur pays. Et nous, dans le projet économique que nous avons, nos ressources, puisque nous allons recruter massivement pour faire reculer le sous-encadrement administratif qui, dans notre contexte, est de 1%, alors que nous devons nous aligner au standard de 10%. C'est pour ça que nous disons que nous allons recruter 40 000 agents publics tous les ans pendant 5 ans pour nous rapprocher, pour essayer de fermer le gap. Et il faut donc des ressources pour ça. Ça fait 100 milliards de salaires, d'augmentation du budget salarial, de la masse salariale tous les ans. Mais nous ne pouvons arriver à cela que si nous augmentons les ressources. Comment augmenter les ressources? Bon, c'est connu. Nous les augmentons par la fiscalité, en limitant la fraude fiscale, en limitant l'évasion fiscale. Ça, c'est une chose. Mais nous voulons minorer l'endettement. Évidemment, vendre davantage, donc relancer la production pour exporter davantage, vendre davantage, pour que ça nous rapporte des devises. Mais nous voulons limiter l'endettement. Donc, nous misons beaucoup sur les investissements directs étrangers, qui, cela est démontré en économie, présentent beaucoup d'avantages. Mais pour avoir des investissements directs étrangers, il faut améliorer le climat des affaires. En réalité, le Cameroun aujourd'hui, c'est un terrain en friche. Et nous l'avons dit dans notre projet de société, nous avons pour objectif de nationaliser la commande publique. Donc si nous nationalisons la commande publique, ça veut dire que nous allons privilégier, quand on dit nationaliser, pas totalement. Nous allons, et encore qu'il faut faire la différence entre la commande publique et l'investissement. Donc nous misons beaucoup sur les capitaux camerounais. Les Camerounais basés au pays et les Camerounais qui sont installés à l'étranger. C'est pour ça que nous avons dit que nous allons créer un guichet diaspora. Nous allons créer au Cameroun un guichet diaspora dont le rôle sera uniquement de recevoir les Camerounais qui ont soit eux-mêmes des fonds d'investissement, soit des portefeuilles d'investisseurs. Et nous allons créer un régime juridique spécial en termes d'allègements fiscaux, en termes d'allègement de procédures, pour que ces Camerounais qui arrivent, en contrepartie même des investissements qu'ils font, reçoivent un certain nombre de facilités qui peuvent être de nature foncière ou de nature fiscale, comme je le disais tout à l'heure. Ça, je reste convaincu que ça va limiter beaucoup de choses. Ça va encourager les investissements. Parce qu'actuellement, selon l'étude que nous avons faite, c'est que beaucoup arrivent, mais les boulots d'étranglement, les péages successifs, les lourdeurs, et ça rejoint la question du capital que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, pour obtenir un papier, mais c'est la croix et la bannière. C'est incroyable. Ça décourage les investisseurs. Ceux qui s'alignent au Cameroun sont des gens très courageux et qui ont des mécanismes hors du commun qui leur permettent de s'installer. Donc pour la diaspora, il y aura un guichet diaspora parce que nous faisons de la diaspora un levier de croissance économique. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ben,
on crée un guichet diaspora et nous créons un régime juridique spécial favorable aux investissements de nos compatriotes, soit des investissements directement portés par nos compatriotes, ou alors des compatriotes qui ont dans leur portefeuille des investisseurs qu'ils ont rencontrés à l'étranger et pour lesquels ils sont simplement des facilitateurs, moyennant, nous le savons tous, la contrepartie de leur arrangement entre eux. Mais il faut que le Cameroun redevienne l'Eldorado de ces enfants qui sont à l'étranger. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au-delà de la question économique, nous disons que dans cette perspective, la double nationalité ou alors la plurinationalité, c'est un détail. La plurinationalité. C'est quand même curieux que nous soyons dans un environnement. Vous savez tous comment le code de nationalité est arrivé. Je fais une extrapolation pour le compatriote. Le code de nationalité a été adopté en 1968 par le président Ahidjo parce qu'il fallait harmoniser les deux régimes. Il fallait harmoniser la nationalité, la Cameroun Occidental Cameroun Nationality Act avec le code qui était en vigueur dans le Cameroun oriental. Ça, c'était une chose. Mais au-delà de ça, on oublie qu'en 1966, le président Ahidjo installe le parti unique avec un régime répressif très violent qui fait que beaucoup de compatriotes ont dû s'enfuir, partir en exil. Donc la réforme de la nationalité qui intervient en 1968 résout un problème d'harmonisation, mais également c'est devenu entre guillemets une sorte d'arme d'exil rapide. C'est-à-dire que ceux des Camerounais qui partaient en exil et qui de l'exil critiquaient le régime, mais qui quand même pour s'établir à l'étranger prenaient la nationalité étrangère pour s'intégrer, eh bien on leur interdisait de revenir recouvrir la nationalité initiale, plutôt de la recouvrir à la condition d'avoir le décret de réintégration qui n'est signé que par le président de la République. C'est ce régime qui est resté en place jusqu'en 82 quand le président Biya arrive et jusqu'en 90 quand la démocratie arrive. Sauf que, curieusement, depuis lors, on est retourné à la démocratie, les choses ont changé, mais ce qui motive les gens à fuir le Cameroun maintenant, ce n'est plus tant la répression ou la dictature, mais c'est la pauvreté et la précarité. Donc du coup, beaucoup de Camerounais s'en vont à l'étranger. Alors le paradoxe veut que, dans le contexte camerounais, tu partes à l'étranger, tu t'y installes, tu t'y intègres, tu deviens prospère, mais que tu viennes réinvestir au Cameroun sans avoir la nationalité camerounaise. Donc on veut le fruit de ton travail à l'étranger, mais on ne te veut pas toi-même. C'est un peu ça le paradoxe du Cameroun actuel. C'est qu'on dit à nos compatriotes, oui c'est bien de vous intégrer à l'étranger. Vraiment c'est bien de faire tout ce que vous faites. Revenez, vous savez, il y a eu un sommet au Cameroun récemment, investir au Cameroun, où on a fait venir beaucoup de Camerounais de la diaspora. À cette occasion, la question de la nationalité s'est posée parce que beaucoup de Camerounais disaient, oui mais nous sommes prêts à venir investir au Cameroun, mais comment vous le faites? Parce qu'au-delà même de l'investissement, il y a autre chose que nous voulons mettre en place. Un système de bénévolat de la diaspora. Vous savez, depuis que j'ai appris que c'est un médecin camerounais qui avait opéré la tumeur cérébrale de Marken, je me suis dit, mais c'est pas possible. Des personnes comme ça, lorsqu'elles prennent leur congé, aux États-Unis et ailleurs, ils ont parfois 1 mois ou 2 mois. On peut leur dire de venir au Cameroun et de travailler bénévolement pour leur pays, moyennant juste des commodités de prise en charge. Puisque de toute façon, ils ne vont même pas vous demander de les payer. Ils seront très heureux de travailler pour leur pays, de coacher les jeunes, d'accompagner, de renforcer. Et vous leur trouvez juste des commodités de logement, de transport et autres. C'est un régime bénévole, je l'évoque parce que je crois que notre pays doit cultiver le bénévolat. Et je le dis à l'adresse de vous les jeunes qui êtes autour de moi. Je fais un peu un propos essuie-glace, je vais revenir à la nationalité. Je dis, sachant qu'il n'y aura pas une pluie de milliards qui va s'abattre sur le Cameroun un matin et puis miraculeusement tout va se faire. Il faut que nous intégrions, que nous allons construire notre pays avec nos mains. Et que ces routes que nous voulons faire, on va mettre un système de bénévolat dans ce pays tel que on va demander à chaque Camerounais de donner au moins 6 mois ou 1 an de sa vie pour le pays. De telle sorte que quand vous allez me présenter un concours, vous nous donnez d'abord le certificat de service bénévole. Parce qu'il faut que nous apprenions que quand nous avons fait peut-être des études de médecine, avant que l'État commence à nous payer comme médecins, que nous puissions nous-mêmes mettre cette expertise, entre guillemets, gratuitement, puisque de toute façon nous avons été formés au service de cet État. Si nous ne le faisons pas, tous les autres grands pays l'ont fait. Vous savez, les grands pays, il y en a qui ont profité de l'apartheid, d'autres ont profité du racisme, beaucoup d'autres de l'esclavage. Nous, on ne va faire ni apartheid, ni racisme, ni esclavage, mais de l'engagement bénévole. C'est important. Il faut bien que nous arrivions à un moment où
comme nous voulons construire des routes pavées dans toutes les communes, qu'il se trouve des jeunes qui, en attente d'emploi, puissent s'y mettre pendant 3 mois, pendant 4 mois, à titre bénévole, moyennant les commodités de travail, et qu'on leur délivre à la fin un certificat qui fait que, quand ils vont demander de l'emploi plus tard, dans la constitution du dossier, on va leur demander est-ce que vous avez votre certificat de bénévolat, c'est-à-dire la preuve de ce que vous avez du cœur à l'ouvrage de bâtissement d'un pays différent. Et cet esprit, on peut le transposer même au niveau de la diaspora, c'est dans notre projet de société. Tout le projet n'est pas encore disponible, il est en imprimerie, on le sait tous. Ça va sortir dans les jours qui viennent. Mais pour revenir à la diaspora, je disais donc que la question de la plurinationalité ne se pose même plus. Sauf pour ceux qui ont acquis une nationalité étrangère sans nous dire exactement pourquoi. Moi, je veux bien que Richard Bonnard, qui n'avait pas pu trouver sa place au Cameroun, soit devenu américain pour devenir le talent international dont nous rêvons, en fait, qui nous rend si fiers. Mais dites-moi pourquoi quelqu'un qui est DG au Cameroun depuis 30 ans, lui, entre-temps, a changé de nationalité. D'abord, je me demande comment. Alors, il y a une catégorie de personnes dans ce pays qui changent de nationalité parce qu'ils savent que dans leur façon de gouverner le pays, ça va se gâter un jour. Et ils acquièrent donc une nationalité étrangère de protection. J'appelle ça la nationalité planche de salut. Non, c'est pour ça que j'ai dit que bien qu'on va instaurer la plurinationalité, ceux qui voudront quand même accéder à un certain type de poste de responsabilité, nominative ou élective, devront quand même s'expliquer sur leur nationalité. Que l'on sache exactement pourquoi vous êtes devenu français et qu'il y ait une logique à cela. Donc voilà, j'espère que j'ai apporté une réponse à notre compatriote. Et sur ce, on va mettre un terme à cet échange. Nous nous retrouvons d'ailleurs bientôt, on va lancer un système interactif permanent, parce que nous avons une chaîne de télé numérique. Merci à tous, merci à vous tous et à très bientôt. C'est fini? Allô? Oui. Allô? Allô?